Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la dernière séance régulière du Conseil du mardi 27 octobre dernier et on vous présente aujourd'hui deux nouveaux extraits. Rendu au point période de questions. Nous avons reçu, depuis la dernière réunion, beaucoup de questions. Donc, ça devrait prendre un petit peu plus de temps que les dernières fois. Excusez-moi. Donc, voilà, je vais. Nous avons reçu le 22 septembre dernier, suite à la dernière séance du Conseil, une question où on l'a peut-être reçue avant le dernier Conseil, mais pas suffisamment tôt pour qu'on nous puissions la traiter. Une question de Carole Thibodeau qui nous parlait de la situation des autobus scolaires en situation de COVID et puis qui avait un impact, entre autres, sur les parents qui avaient des choix d'école. Les parents des enfants qui faisaient un choix d'école, qui devaient voyager leurs enfants. Donc, la demande de Mme Thibodeau, elle est toute simple. Est-ce que la municipalité de Saint-Jean ne pourrait pas rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants? Donc, on sait qu'on a une entente actuellement avec le Cégep pour que les étudiants du Cégep aient accès à notre transport urbain gratuitement. Donc, sa suggestion, est-ce qu'on pourrait avoir une entente avec la commission scolaire pour que tous les étudiants puissent avoir le transport en commun gratuit? Je trouve que c'est une excellente idée. J'ai demandé est-ce que notre division des transports et notre service des finances analyse cette suggestion-là et on va en parler, entre autres, au comité des finances. Moi, je suis également d'avis que la municipalité de Saint-Jean devrait également donner une passe de transport en commun gratuite à tous ses employés. Ça serait déjà un premier beau geste, une belle façon de promouvoir notre transport urbain. Donc, voilà, Mme Thibodeau, nous vous reviendrons avec le suivi de cette question-là, savoir qu'en est-il de la recommandation pour rendre le transport en commun gratuit pour tous les étudiants. Le 22 septembre, nous avions également reçu une question de Jean-Philippe Doré qui nous posait la question est-ce qu'il y avait de l'avancement par rapport aux citoyens qui passent par la station-service Pétrole-Maurice du boulevard Saint-Luc pour éviter le blocage sur la rue des Échevins causé par la file d'attente du McDonald's. Donc, je vous explique. Avec la situation de la COVID, la fermeture des restaurants, on vit une problématique, mais pas juste nous à Saint-Jean, mais beaucoup de villes, et on le vit un peu partout sur notre territoire. Partout où il y a des conduites à l'auto, comment on appelle ça? Des services à l'auto. Donc, on a plus de gens qui utilisent les services à l'auto et ça occasionne dans bien des endroits des problèmes de circulation parce que les fils débordent jusque sur la route. Donc, c'est une problématique qu'on vivait là, au McDonald's sur la rue des Échevins. Et il y a des gens qui passaient à travers le stationnement de Pétrole-Maurice qui était effectivement très dangereux. Donc, le service de police a été avisé et il y a depuis plus de surveillance policière pour dissuader les gens d'effectuer cette manœuvre dangereuse. Le 22 septembre 2020, nous avons reçu une question de Jean-Nicolas Mainville qui nous demande « Il semble que les municipalités du Québec sont en retard sur leur politique de prévention des incendies au niveau résidentiel. La norme est maintenant d'avoir un détecteur de fumée par pièce. » Donc, la question à M. Mainville, c'est « Serait-il possible de bonifier notre réglementation à Saint-Jean-sur-Richelieu en rendant obligatoire la présence de ces appareils détecteurs de fumée dans les pièces fermées, normalement, où les gens dorment? » Donc, effectivement, la municipalité a déjà adopté le nouveau code des bâtiments qui viennent rendre obligatoire les détecteurs de fumée dans chacune des chambres à coucher. Mais actuellement, c'est exigé seulement sur les nouveaux bâtiments. La loi permet également de... Donc, la réponse, c'est oui. Ça serait possible pour nous de l'exiger dans chacun des immeubles. Cependant, est-ce que c'est souhaitable? Peut-être pas. La loi, comme je vous disais, permet de considérer des droits acquis pour des bâtiments qui ont été construits antérieurement. Il faut comprendre que les bâtiments n'étaient pas construits de la même façon jadis que maintenant.
et que le nouveau Code de sécurité d'incendie travaille en fonction de l'atteinte d'objectifs. Donc, tout dépendamment des situations, même si on ne l'exige pas dans tous les immeubles de façon systématique, on ne dit pas à tous les gens de s'installer des détecteurs de fumée dans leur chambre à coucher. Dans une situation particulière où notre service de prévention d'incendie visiterait un immeuble, on pourrait, et ce serait possible en vertu du nouveau code, de l'exiger dans des situations où la situation de la sécurité serait en jeu. Donc, j'espère que M. Bainville, que j'ai bien expliqué la chose. C'est un dossier qui est relativement complexe. Si jamais ma réponse n'est pas satisfaisante, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec nos responsables au service d'incendie qui pourront vous expliquer le tout, j'imagine, mieux que moi. Nous avons reçu le 30 septembre dernier une question de Guy Sanson. Et M. Sanson nous a envoyé une très bonne question. Il nous dit, le 9 septembre 2020, la ministre a annoncé l'ajout de 21,6 millions de dollars aux 30 millions déjà annoncés en décembre au programme visant à protéger le patrimoine immobilier. Donc, la question de M. Sanson, c'est est-ce que la Ville va adhérer au programme de protection du patrimoine immobilier. Donc, je trouve que c'est une excellente suggestion et j'ai demandé à notre directeur général d'analyser la possibilité pour qu'on puisse soumettre au Conseil une telle résolution et qu'on puisse débloquer les fonds nécessaires parce qu'évidemment, la municipalité doit également mettre des sommes pour venir compléter la subvention. Cependant, comme c'est mentionné aussi dans la question, dans le communiqué de presse du gouvernement, il s'est indiqué que les sommes supplémentaires, le 21 millions supplémentaires, venaient combler les demandes qui avaient été déjà reçues. Donc, là, actuellement, on est en train de vérifier si c'est encore pertinent, s'il n'est pas trop tard. Mais si ce n'est pas trop tard, je souhaite que la municipalité adhère à ce programme-là pour en faire profiter, dans le fond, nos citoyens. Le 13 octobre 2020, nous avons reçu une question de Dominique Pétrin qui nous dit « J'aimerais savoir s'il y a un ou des postes ou des fonctions de non-élus plus importantes que celui de directeur général. » Donc, la réponse à cette question-là, c'est non. Le poste de directeur général, c'est le poste le plus haut dans notre organisation. Sous question, donc, combien de semaines de préavis François Vaillancourt a-t-il donné pour démissionner de ses fonctions? Donc, la réponse à cette question-là, c'est 10 jours. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Vaillancourt le 20 août dernier et M. Vaillancourt a terminé son emploi le 30 août. Autre question, est-ce possible de clarifier le huis clos des séances, puisque Yvan Berthelot ne les considère pas à huis clos, mais ne s'oppose pas lors de l'adoption de celle-ci. Donc, je vous explique ce qu'on entend par huis clos. Donc, ce qu'on entend par huis clos, au début de chaque séance du Conseil, on adopte une résolution pour permettre que le public soit exclu de la salle du Conseil. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi oblige les séances à se tenir devant le public avec la présence des citoyens. Donc là, la situation de la pandémie, et comme nous sommes en zone rouge actuellement, bon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'accommodement possible, même à 2 mètres, même en limitant le nombre. Donc, on entend par huis clos que le public est exclu de nos rencontres. Puisque le groupe des 9, toujours M. Pétrin, puisque le groupe des 9 affirme que les séances à huis clos ne briment pas les citoyens, comment expliquer que les périodes de questions durent entre 8 et 12 minutes au lieu d'1 heure? Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis d'avis que cette situation-là brime les citoyens. Certaines pensent que non. D'autres conseillers pensent que non. Donc, je vais vous laisser à vous de juger si selon vous. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est aux citoyens de décider s'ils se sentent brimés ou pas brimés, en tout cas, selon moi. Ensuite, nous avons reçu une question de Caroline Mignot le 14 octobre dernier qui nous demande comment comptez-vous entreprendre des démarches afin d'abolir l'utilisation des sifflets de train sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a beaucoup plus de passages du CP depuis la pandémie. Elle évoque des problématiques de sommeil de sa fille. Il y avait un projet en ce sens qui avait été lancé en 2018. Où en est rendu ce projet? Je pense, Mélanie, c'est toi qui s'occupais de ce comité-là au centre-ville où vous traitiez ce dossier-là. Est-ce que
Tu sais où on en est rendu? Faudrait regarder avec M. Lesnick parce que là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait redonné la responsabilité aux travaux publics. Je pense que c'est David Lesnick qui s'occupait de ce dossier-là du train. Donc, je pense que ça devrait, même cette requête-là, devrait aller à son attention à lui. Mais j'ai pas fait de suivi par rapport à ce dossier-là, ça fait quelque temps. Parfait. Merci, Mme Dufresne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le maire? Allez-y, Mme Marcoux. Oui, suite à la question de Mme Mignot, moi, j'ai discuté avec Benoît Fortin. C'est lui qui discute avec Transport Canada parce qu'il faut savoir que c'est Transport Canada qui réglemente le sifflet du train et la vitesse du train sur les rails. Je sais que M. Fortin discute avec eux pour essayer de savoir si c'est les mêmes normes que la dernière fois qu'il en avait discuté. Les normes étaient assez élevées. Il faut se rappeler que ça l'exigeait pour faire arrêter le sifflet 400 mètres des deux côtés de la voie ferrée et de chaque côté du passage à niveau, ce qui faisait 1600 mètres de long de clôture à installer, plus la barrière de sécurité qu'il faut installer. Ils sont à évaluer les coûts. Je sais que c'est assez élevé. Je voulais justement, il n'y a rien de prévu dans le prochain PTI pour des projets comme celui-là. Je voulais justement intervenir à mon tour de parole pour demander à la direction générale de prendre une note et de nous faire un suivi dans un prochain plénier pour nous dire où en est rendu le dossier. Est-ce qu'il y a des nouvelles exigences depuis ce qui est arrivé à Lac-Mégantic? Et on pourrait évaluer les coûts et peut-être en rediscuter au prochain PTI. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Merci, Mme Marcoux. Donc, effectivement, les normes exigent pour abolir les sifflets de train de mettre en place des barrières de sécurité ainsi que des clôtures sur une certaine distance. Et cela, vous allez le comprendre, nécessite des investissements importants. Donc, les chiffres que nous avons obtenus de nos travaux publics, de notre service d'ingénierie, sont de l'ordre de 800 000 $ par passage à niveau. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est très, très, très cher. Et on a sur notre territoire beaucoup de passages, entre autres au centre-ville, où la voie ferrée traverse toute la ville, tout le noyau du centre-ville. Et pour votre information, actuellement, il n'y a aucun projet de cette nature au PTI 2021-2023 qui a été adopté par le groupe des 9. Donc, si le Conseil est sérieux dans cette volonté-là de vouloir fermer les sifflets, bien, il va falloir que les bottines suivent les babines, mais qu'on ajoute ces projets-là à notre PTI. Donc, à suivre pour la prochaine adoption de notre prochain PTI. Jean Gingras nous a posé une question le 6 octobre dernier. À quand faire des bordures de ciment dans le centre du boulevard? Et M. Gingras habite sur la rue des Trinitaires. Car les enfants traversent entre les voitures et le monde ne font pas attention aux enfants de l'école. Ça fait des années que ça dure. Donc, je ne comprenais pas tout à fait la question. J'ai téléphoné à M. Gingras en fin de semaine. Il nous expliquait que les parents près de cette école-là, lorsqu'ils allaient porter leurs enfants, ils embarquaient sur le terre-plein du milieu pour se stationner, pour permettre aux enfants que là, les enfants débarquaient dans le milieu de la rue pour traverser. Une situation qui était extrêmement dangereuse, évidemment. Donc, M. Baudin, j'aimerais ça qu'on puisse demander ce soir à notre service policier d'effectuer une surveillance accrue pour empêcher, évidemment, cette situation-là. Donc, assurer une surveillance particulière autour de cette école-là pour la sécurité de nos enfants. Et je vous informe du même souffle que le service de police, actuellement, il travaille sur un projet de campagne publicitaire, campagne de sensibilisation qui va s'intituler « Le syndrome de la porte ». Nous avons remarqué, puis c'est pas juste à Saint-Jean, mais dans beaucoup de villes, les parents ont le sentiment que pour la sécurité de leurs enfants, ils doivent débarquer leurs enfants le plus proche de la porte possible. Ce qui fait en sorte que tout le monde, avec leur voiture le matin, essaye d'aller le plus proche de l'école pour aller débarquer leur enfant, ce qui occasionne, vous le comprenez, des problématiques de circulation. Donc, dans le fond, la campagne vise à sensibiliser les parents de ne pas essayer de débarquer leurs enfants devant la porte, mais de peut-être d'aller utiliser un autre endroit plus sécuritaire et permettre l'enfant de marcher quelques mètres pour se rendre à la cour d'école.
Donc, voilà pour ce qui est de la question de M. Gingras. Guy Landlois nous a posé une question le 5 octobre dernier, une question qui s'adressait à M. Jean Fontaine. Monsieur Landlois, je vous informe dans un premier temps que votre question, nous lui avons déjà répondu. Et votre question comprend également des éléments erronés. Donc, votre question ne répond pas aux critères d'admissibilité qui sont établis par notre règlement de régie interne. Donc, voilà pour ce qui est de votre question. 8.8, excusez-moi, page 8 de 8. Francis Damour nous pose la question. En 2016, des travaux d'infrastructure relatifs aux égouts pluviaux ont été effectués sur la rue Charles-Henri Hébert. Il y a une partie de la 8e avenue entre le boulevard d'Héberville et la rue Saint-Gabriel dans le secteur Héberville. Un segment d'un peu plus de 80 mètres de la 8e avenue jusqu'à l'adresse 470 Saint-Gabriel a été omise. Donc, il nous demande pourquoi ne pas avoir inclus cette portion de rue dans les travaux. Donc, premièrement, juste vous aviser que le tronçon visé n'a pas été oublié. Pourquoi il y a une petite section de la 8e avenue a été réalisée, c'est que pour drainer les eaux pluviales de la rue Charles-Henri Hébert, donc on a dû traverser le parc et amener l'eau de la rue Charles-Henri Hébert sur la 8e. Donc, c'est parce qu'il y a des travaux de tuyaux qui ont été faits vis-à-vis de la 8e, qu'il y a un petit bout de la rue 8e qui a été fait. Donc, advenant, le service d'ingénierie nous avise que si advenant, les résidents de la 8e avenue seraient intéressés par les travaux similaires, donc que la Ville refasse les égouts pluviaux, le drainage, reconstruction de la chaussée, l'archement, le pavage des bordures, bien, les citoyens peuvent adresser une demande à notre service d'ingénierie, une demande signée par la majorité des citoyens de la rue. Donc, la Ville pourrait effectuer des travaux similaires. Donc, on a reçu d'autres questions, beaucoup de questions depuis lundi. Ce n'est pas terminé. Donc, nous avons reçu, regardez, 5 fois la même question. Nous avons reçu une question de Cathy Aymon, une question de Mélissa Derry. Nous avons reçu une autre question de Julie Lefebvre et une question de Marie-Pierre Goyette et aussi une question de Bruno Leblanc. Toutes des questions qui concernent la sécurité au passage piéton sur le boulevard d'Héberville vis-à-vis l'avenue Héroux. Donc, on en a parlé. J'ai fait le suivi au début de la séance. Donc, on nous redemande la question. Les gens qui ont signé la pétition qui a été déposée par Mme Lefebvre, ils veulent savoir qu'en est-il du brigadier. On nous dit qu'aucun automobiliste ne s'immobilise malgré les traverses piétonnaires. Parfois, des autos s'arrêtent ou d'autres dépassent par la voie d'accotement, comme je vous expliquais tantôt. Mme Derry nous suggère qu'on devrait mettre un arrêt obligatoire, un stop. Mme Lefebvre nous fait remarquer qu'un employé de la Ville a été sur place pour faire le décompte des enfants qui traversent à cet endroit-là. Et le point de Mme Lefebvre, c'est que ça ne donne rien d'aller compter actuellement parce que la majorité des parents ont peur de laisser traverser leurs enfants, donc vont les porter en voiture, traversent le boulevard en voiture. Donc, ça ne donne rien d'aller compter. Le chiffre qu'on va compter actuellement n'est pas représentatif de gens qui ont besoin d'une traverse sécuritaire. Donc, elle voulait savoir qu'en est-il puis c'est ça, elle disait que surtout que depuis que la Ville a retiré le bollard, donc il y a encore moins de parents qui laissent traverser. Donc, elle veut savoir évidemment un suivi. Puis il y avait aussi Bruno Leblanc qui suggère également un stop. Donc, voilà pour ce qui est des questions du boulevard d'Héberville. Madame Brigitte Letourneau, le 24 octobre, nous a envoyé une question, une très bonne question de Madame Letourneau. Elle nous dit, est-ce que Mme Marcoux est en mesure de mettre à la disposition des citoyens l'avis de la Ville et peut-être l'avis du ministère de l'Environnement indiquant que le tarissement des puits qui affecte les résidents des rues Bruno et de Salière ne serait pas causé par les arrosages fréquents du golfe privé du 111 avenue des Pins. Donc, à la dernière réunion, on a voté une demande d'autorisation à la CPTAQ, à la Commission de protection interagricole, pour permettre, pour régulariser ce terrain de golf privé. Et puis, on sait qu'au pourtour, les gens ont des problématiques avec leurs puits. Donc, Mme Marcoux avait donné en réponse qu'on avait eu l'avis
que l'arrosage du golfe n'avait pas d'impact sur les puits. Donc, la question, c'est est-ce on peut mettre à la disposition des gens ces avis-là? Est-ce que vous voulez que je réponde tout de suite? Oui. Non, Monsieur le maire, la réponse c'est non. Je n'ai pas d'avis écrit. Je me rappelle très bien que quand les citoyens s'étaient présentés en assemblée publique, les commentaires qu'ils avaient émis, là, ce que vous venez de dire, ça m'avait inquiété beaucoup. Et dans la semaine qui avait suivi, j'avais téléphoné au ministère de l'Environnement. J'avais discuté avec eux, puis c'est simplement une conversation téléphonique. OK, donc il n'existe pas d'avis formel. Je n'ai jamais dit ça non plus. Parfait. Brigitte Letourneau nous posait également une question le 24 octobre qui nous disait l'article 13,1 du règlement 527 concernant le bruit interdit au-delà des limites du terrain sur lequel est situé le champ de tir de l'Acadie, un niveau de bruit qui ne peut excéder 60 dB. Comment la Ville peut-elle faire respecter ce règlement, sachant que les policiers n'ont ni la formation ni les sonomètres pour faire respecter ce règlement? Effectivement, les policiers ne sont pas en mesure d'effectuer des tests sonores. Lorsque la municipalité veut faire ce genre de test, elle doit faire affaire avec une firme privée. D'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais en début de séance au suivi de la question de M. Hébert, où la Ville avait fait à certaines dates des tests. Cependant, les policiers sont en mesure de respecter si par règlement, il y a des limitations au niveau des heures. Donc, pas au niveau de la force des bruits, mais au niveau des plages horaires. Là, les policiers seront en mesure d'intervenir, mais pas nécessairement au niveau de la force du bruit. Monsieur, toujours concernant le champ de tir, le 24 octobre, Gilles Hébert nous a posé la question, est-ce que les rapports d'évaluation, ceux que je vous parle tout juste, est-ce que les rapports d'évaluation du bruit aux limites du champ de tir peuvent être déposés au conseil municipal? Donc, j'ai vérifié cette question-là et on me dit que ces études-là ne sont pas publiques pour l'instant. Donc, dans un cas, la municipalité les conserve cependant et advenant des possibles poursuites judiciaires ou une contestation judiciaire plutôt des fameuses contraventions, bien, la Ville les déposera à ce moment-là dans le cadre d'une procédure. Et puis, à ce moment-là, évidemment, les tests vont être rendus publics. 24 octobre, l'autre question de Mme Diane Marchessault qui nous dit le 14 octobre 2020, j'ai assisté de façon virtuelle à l'audience de la Cour supérieure entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu contre Carrière-Bernier. La question, est-ce que les parties vont maintenir leurs engagements de mettre fin à tous les tirs extérieurs comme il était spécifié dans l'entente du 22 décembre 2016 et la résolution numéro 2017-09-616? La question que vous soulevez, Mme Marchessault, c'est exactement la question qui est actuellement en litige devant le tribunal. Donc, vous allez comprendre que nous allons émettre à ce sujet aucun commentaire. Mme Marchessault nous posait également la question, est-ce que le club de tir de l'Acadie dispose d'une autorisation légale de la Cour ou d'une autorisation de notre Ville pour se soustraire de la résolution 2017-09-616 qui détermine la fin des tirs extérieurs qui était prévue le 3 juillet dernier? La réponse, c'est non. Mais comme je vous dis, comme le dossier est devant le tribunal actuellement, on va s'abstenir de tout commentaire. Lynn Saint-Onge, 25 octobre, nous posait la question. Bonsoir. À ma question du 14 juillet, c'est concernant l'entreprise 2M Ressources. Donc, à ma question du 14 juillet dernier, on m'avait répondu que la mise en demeure avait été transmise, donc une mise en demeure de la Ville avait été transmise et que les procédures étaient à suivre au niveau civil lors de la reprise des tribunaux. Donc, la question, j'aimerais savoir un suivi concernant la mise en demeure envoyée à l'entreprise 2M Ressources afin qu'elle se conforme à la réglementation ainsi que pour la reprise de possession et remise en état du terrain loué tel que demandé unanimement par le Conseil lors d'une séance le 26 novembre 2019. Donc, Madame Saint-Onge, je vais juste corriger quelques petits faits. Premièrement, effectivement, vous avez raison, une résolution a été votée unanimement le 26 novembre 2019.
environ un mois après, donc le 27 décembre 2019, la Ville a envoyé une mise en demeure à l'entreprise 2M Ressources. Cependant, il n'y a pas eu de procédures qui ont été entreprises par la Ville suite à cette mise en demeure-là. Cependant, en septembre dernier, donc tout récemment, nous avons reçu une procédure, elle, provenant de 2M Ressources. Donc, j'ai appris cette information-là, moi, uniquement aujourd'hui, suite à votre question. Donc, j'ai demandé, évidemment, à obtenir copie de cette procédure-là. Les procédures judiciaires, c'est des documents qui sont publics. Donc, vous pourrez, tout comme moi, en prendre connaissance. Donc, voilà. Question, Jacques Carrier, une question le 24 octobre, que nous avons reçue le 24 octobre. Il nous demande pourquoi, quand nous en avons eu le plus de besoins actuellement, nous n'avons pas encore réussi à activer les panneaux de communication électronique installés au coin des rues Pierre-Caisse et Choquette. Effectivement, si vous passez sur place au coin de Pierre-Caisse et Choquette, vous allez voir deux beaux panneaux électroniques qui ne sont malheureusement pas activés. Donc, la question de M. Carrier, c'est quelle date prévue pour leur activation? Donc, je vous informe qu'actuellement, Hydro-Québec est en attente de la Ville et la Ville doit effectuer une tranchée. Donc, il n'y a pas d'électricité sur ce coin de rue-là. Donc, les panneaux doivent être branchés de l'autre côté du boulevard Pierre-Caisse. Donc, la Ville doit ouvrir une tranchée dans la rue, faire passer l'électricité et se brancher sur le transformateur qui est de l'autre côté de la rue. Donc, on m'a informé cet après-midi que la municipalité allait probablement octroyer un contrat de gré à gré, un contrat qui va être soumis au conseil, évidemment, et que les travaux seraient réalisés en novembre. Donc, c'est très, très rapide. Donc, le contrat n'est pas donné, mais on va l'octroyer rapidement. On va effectuer les travaux rapidement. Et l'objectif, c'est de brancher les fameux panneaux le 1er décembre prochain. Donc, un dossier qui est évidemment à suivre. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter à nouveau des extraits de la séance régulière du mardi 27 octobre 2020. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.